Merci Madame la Présidente, merci de cette flatteuse invitation. C'est un plaisir de venir parler devant vous d'un sujet qui est certes en lien avec Bonaparte, mais comme vous l'avez peut-être découvert dans le titre qui a été diffusé dans les médias, il y a un point d'interrogation. Et c'est ce point d'interrogation, si vous me permettez, que je vais interroger. Car le rôle de Bonaparte dans la construction de la Suisse moderne est assurément bien connu, grâce aux travaux de Georges André, d'Alain Jacques Tornard, que je salue, la fonction, l'engagement, les idées de Bonaparte ont été essentielles pour la construction institutionnelle de la Suisse moderne, et maintenant, la chose est réellement admise. Et d'ailleurs, Alain Jacques Tornard vous en racontera les détails à une autre occasion, ce dont je ne ferai que mal et que je ferai que limiter, ce qui n'est pas le but de l'opération. En revanche, il y a d'autres questions qui peuvent se poser également. Est-ce que réellement Bonaparte a construit cette Suisse moderne sur du rien? Est-ce que tout à coup il est arrivé, tel Moïse descendant de la montagne, en disant « Voici les chers amis suisses, les textes qui vont vous régir et qui vont influencer votre destin futur pour 2 siècles et à plus ». En réalité, je pense que la situation est plus complexe que cela, que si le travail, l'intelligence de Bonaparte et de ses adjoints, entre guillemets, Barthélemy, Fouché, dans ce travail d'élaboration d'institutions enfin sérieuses pour une Suisse qui peinait à prendre conscience d'elle-même, eh bien, ça vaut la peine, je crois, de revenir sur ce qu'il y avait avant lui un peu et ce qu'il y aura aussi après lui. Car Bonaparte ne construit pas sur du vide, il construit sur des institutions, sur une réalité politique et sociale, et puis surtout, il va mettre en place, c'est vrai, une construction qui va donner l'occasion aux Suisses de se réaliser institutionnellement et qui vont se développer, institutions qui vont se développer, une conscience nationale qui va se développer, et là, Germaine de Staël, indirectement, mais j'insisterai quand même sur cet aspect-là, va jouer un rôle souvent négligé. Moi, je le répète, et je le montrerai plus loin, elle n'a pas joué de rôle actif dans la création de la Suisse moderne, cela va sans dire. En revanche, ses idées, sa vision du libéralisme, elle a, et c'est ma thèse, largement contribué à faire de cette Suisse nouvelle en émergence une nation, du moins un État-nation, une confédération, dans le sens moderne du terme. Et c'est dans ce voyage-là que je vous convie maintenant, d'abord en rappelant quelques réalités historiques de l'histoire suisse. Je ne vais pas pour faire de grandes théories sur l'histoire suisse d'avant 1798, ça nous entraînerait trop loin, mais quelques éléments, quelques points de repère pour montrer comment déjà cette idée de Suisse commence petit à petit à se construire, à s'établir. Puis on se concentrera davantage alors sur le XVIIIe siècle, avec ces deux philosophies contradictoires, mais aussi complémentaires, qui vont l'animer et qui vont leur féconder la suite de l'histoire. C'est le siècle des Lumières, le rationalisme des Lumières et le romantisme philosophique. Et on finira avec ce qui viendra après, 1798, 1803, et tout l'enjeu du libéralisme en construction, comment il va puiser dans ces philosophies pour proposer une nouvelle vision de l'État, d'une certaine manière, et de ce qui commence à être une nation. Et je conclurai avec ce qu'il adviendra de ces idées politiques après le libéralisme et l'importance, je dirais presque posthume, de ce libéralisme du début du XIXe siècle dans la construction de la Suisse autour de un article du Temps qui paraîtra demain, j'appelle ça presque le code génétique de la Suisse, la démocratie directe. La Suisse est une réalité, certes aléatoire à ses débuts, cela a été expliqué à moult reprises, y compris sur des tons parfois extrêmement polémiques, mais il faut voir aussi la Suisse, aussi dans sa singularité, et ceci a été admis par les historiens qui sont de loin pas inféodés à la légende helvétique ou au mythe de la Confédération, je pense à Thomas Meissen en particulier, qui montre bien que la Suisse, si elle a une originalité dans ses soubassements, dans ses fondations, c'est cette façon de concevoir ce tissu d'alliances, de traités qui constitue la Suisse. À la fin du XIIIe siècle et début du XIVe siècle, les traités d'alliance, ils sont innombrables.
entre villes en général ou entre communautés diverses et variées. La Suisse présente, enfin la Confédération, c'est pas encore la Suisse, présente deux particularités. Un, c'est que ces alliances vont unir, chose très originale, des villes, Lucerne, Berne, Zurich, et les communautés alpestres des Waldstätten, les fondateurs plus ou moins mythifiés de la Confédération. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que non seulement il y a des alliances entre entités qui, en général, ne se parlaient pas, et de fait, il n'y avait aucun intérêt commun entre ces villes et les Waldstätten, sinon ne pas être dans l'orbite des Habsbourg. Mais au-delà de cela, c'est que cette alliance-là, cette alliance fondamentale, et qui va se développer, on ne va pas y revenir, va durer longtemps. Et ces deux axes constituent la singularité helvétique de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Et cette idée-là va perdurer, non seulement dans ces traités qui vont se développer, mais également dans l'idée de quelque chose qui s'est créé néanmoins et qui va évidemment se matérialiser alors à travers ces fameux mythes, petit à petit mis en forme, plus ou moins inventés, plus ou moins puisés dans des histoires légendaires, dans des faits avérés quand même, des faits aussi non négligeables. La bataille de Morgarten, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. C'est le livre blanc de Sarnen au XVe siècle, et sera surtout mis en forme, raconté, et avec une insistance de plus en plus forte au début du XVe siècle. Les guerres de religion vont avoir un aspect ravageur. Elles vont déchirer l'Europe, comme vous le savez, mais la Suisse est en plein dedans. Et très vite. C'est quasiment la première région qui est confrontée à des conflits armés directs entre catholiques et protestants. La ligne de partage, entre guillemets, traverse rigoureusement cette jeune confédération. Les villes adhèrent très vite au protestantisme. Les cantons d'origine restent attachés au catholicisme. Cette division, la confédération, qui était toujours fragile, entre les villes, Zurich, qui regardaient quand même de temps en temps avec les Habsbourg, etc. Donc ces alliances qui se multiplient, restent malgré tout fragiles, sujettes aux aléas de l'histoire, aux intérêts divergents souvent des différents partenaires, entre ceux qui regardent vers l'ouest, vers l'est, et tantôt vers le sud, les Waldstätten en premier d'ailleurs, au fil de leur conquête au Tessin. Mais cette réalité, cette division qui obère le destin de la Suisse, va inciter certains auteurs à justement s'inspirer de ces mythes de la Confédération, avec le fatras légendaire qui les entoure, mais au-delà de cela, c'est de retrouver une identité commune à ces différentes parties de la Confédération. S'il n'y a plus un territoire commun, eh bien, le risque d'explosion et d'absorption par où les Habsbourg, voire les Savoyards, les Habsbourg et les Savoie, à partir du XIVe siècle, c'est les deux grandes familles qui montent en puissance à l'est et à l'ouest de la Suisse. Et les confédérés sont souvent des territoires qui attisent les ambitions de ces deux familles, ces deux maisons de plus en plus importantes, et elles doivent se défendre, d'où ces alliances de plus en plus renforcées. Et le fédéralisme, ce fédéralisme qui octroie les pleins pouvoirs à chaque canton, ne déléguant que des affaires, je dirais, secondaires à une diète qui rassemble les délégués de ces cantons, eh bien, ces cantons constituent une entité faible, à la merci des grandes puissances, et elles doivent renouer leurs relations, essayer de se solidifier pour ne pas être absorbées. Et le fédéralisme a cet avantage de laisser la dépendance à chacun fait ce qu'il veut. Et après les guerres de Kappel, les Suisses vont approfondir ce principe fédéraliste et créer un principe qui sera repris plus tard par les grandes puissances, elles aussi déchirées par les guerres de religion, la paix d'Augsbourg, puis après les paix de Westphalie. C'est à chaque région sa religion. Et les Suisses vont se baser là-dessus. Il y aura le problème des bailliages communs, qui alors généreront, c'est vrai, d'autres guerres, dont la dernière à Wilmergen en 1712. Le point important, c'est que malgré tout, il y a une compréhension d'une réalité helvétique, entre guillemets, qui se fait jour peu à peu, et que, paradoxalement, les guerres de religion vont renforcer. Et se fait jour également un sentiment qui va accompagner l'histoire de la Suisse, ou bien on essaye de discuter, ou bien on se fait la guerre. On se fera souvent la guerre, mais on discutera également souvent, ce qui permettra de renforcer ce tissu d'alliance que j'évoquais tout à l'heure.
Donc il faut avoir à l'esprit cette réalité, et quand au début du XVIe siècle, Egidius Tschudi, l'Andaman de Glaris, réinstaure le culte, entre guillemets, de Guillaume Tell, eh bien, il y a cette volonté derrière de resserrer les rangs entre catholiques et protestants, entre camps ennemis, autour de figures de ralliement. Et ces figures de ralliement, elles vont elles aussi connaître un destin assez glorieux. Ainsi, en 1653, une guerre éclate dans le canton de Lucerne, la guerre des paysans, la gestion assez catastrophique des réserves de nourriture durant la guerre de 30 ans, 1648, a provoqué de grands dissentiments au sein de la population, au sein des campagnes, et une révolte éclate contre les élites urbaines qui tiennent le canton depuis la capitale Lucerne durant une guerre des paysans. Et ces paysans, en révolte contre leur maître de la ville, vont invoquer deux figures désormais de l'histoire de la Suisse, Guillaume Tell, avec le destin qu'on lui connaît, et puis l'idée des Landsgemeinde. Alors déjà à cette époque-là, les Landsgemeinden, on le sait, sont dirigés par des oligarchies paysannes. Il n'empêche qu'au XVIe siècle, XVIIe siècle encore, ces Landsgemeinden ont un poids non négligeable, peuvent influer, peuvent infléchir les décisions prises par les autorités, et surtout, elle acquiert une fonction presque mythique, d'idéal. Alors ce n'est pas le sujet, donc on n'en parlera pas trop en soi, mais va accompagner l'histoire suisse jusqu'au XIXe. L'idéal de la Landsgemeinde, du peuple en armes et souverain, apparaît dès cette époque-là et est invoqué comme un mode de gouvernement. Pourquoi les Uranais ou les Nivaliens le font, pourquoi pas nous à Lucerne? Ça ne se tournera pas évidemment comme le souhaitaient les paysans lucernois à ce moment-là, mais ça montre que cette idée s'ancre, cette référence à des mythes, légendes et des réalités, même écornées, voire trahies souvent, deviennent des points de référence d'une identité qui se crée peu à peu. Il n'empêche que les cantons suisses, y compris dans les cantons de campagne, les Waldstätten, mais à plus forte raison dans les villes, ces villes-États, ces cités-États qui composent l'essentiel des cantons de la Confédération, des 13 cantons de l'ancienne Confédération, de l'Ancien Régime, se transforment de plus en plus et s'aristocratisent dans un processus qui est aussi très fréquent, qui s'observe à l'étranger et qui se matérialise symboliquement en Suisse par les tableaux. C'est qu'à partir de la fin du XVIIe siècle et de plus en plus au XVIIIe siècle, on voit que la mode, c'est celle de Versailles, et que les élites bernoises, lucernoises, se font tirer le portrait, entre guillemets, donc se font peindre leur portrait avec des habits directement ou des perruques directement inspirées des mœurs en vigueur dans les couloirs de Versailles, et de la cour française, puis de Versailles. Et ce processus d'aristocratisation est important. C'est un repli généralisé de ces élites sur elles-mêmes. Le conseil des Bernes, où les familles externes ne peuvent plus entrer dans le tissu, le réseau des familles dirigeantes. On observe la même chose à Genève, bien sûr, à Fribourg, à Lucerne, à Zurich aussi, sous une autre forme, parce que c'est des cantons dirigés par des corporations et non par des patriciats, mais le résultat est le même. Mais, et puis alors, il y aura des nouvelles révoltes. On connaît le major d'Avel dans le canton de Vaud, bien que particulière. Il y aura d'autres révoltes plus substantielles et plus ancrées dans la population, comme le canton de Fribourg, par exemple la révolte de Chenot au XVIIIe siècle. Mais le XVIIIe siècle n'est pas caractérisé uniquement par ce phénomène d'aristocratisation qui va s'écrouler en 1798. Il y a des mouvements sous-jacents, des mouvements qui prennent de l'ampleur et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, en particulier sur le territoire helvétique et dans ces républiques aristocratiques. Madame Bandel parlait de la sociabilité qui s'installe et dont le canton de Vaud sera aussi un acteur important, enfin le pays de Vaud à l'époque. Et dans ces sociabilités vont se mettre en place, vont circuler, vont zigzaguer, vont lézarder, vont s'accélérer une foule d'idées nouvelles. Et ces idées nouvelles sont portées évidemment par les Lumières. Les Lumières, on connaît le cadre général, ancré dans Paris, c'est Voltaire, c'est Montesquieu, c'est toute l'équipe. Ça, c'est connu. On sait aussi, et de mieux en mieux, le rôle de la Suisse
dans l'expansion des Lumières, ne serait-ce que déjà par le rôle d'imprimerie de la révolte lumineuse, en quelque sorte. L'encyclopédie, imprimée entre Genève et Neuchâtel, et revient en France clandestinement à travers la frontière, et est vendue et diffusée ensuite sur le territoire français. Mais ce n'est pas uniquement ce rôle, je dirais, d'acteur, d'auxiliaire de la pensée des Lumières qui caractérise la Suisse à ce moment-là, mais réellement une vraie pensée déjà endogène des Lumières et une réception importante des Lumières véhiculées depuis Paris. Il faut voir aussi que ces républiques, certes aristocratisées, de plus en plus fermées sur elles-mêmes et totalement hermétiques à l'intégration de revendications populaires. On connaît le cas de Genève qui a été bien étudié par des thèses récentes. Mais ce rôle-là de ces républiques aristocratisées est aussi lié au fait que ces républiques helvétiques, bien que aristocratisées, sont aussi plus, non pas républicaines, mais le mot de république qui orne toujours et encore le titre de ces États cités, la République de Genève, la République de Berne, n'est pas négligée. Elle a une influence. Et elle incite aussi les élites au pouvoir à ne pas, à au moins faire semblant de respecter le beau mode de république hérité de l'Antiquité, et de fait, une certaine grande tolérance sera octroyée aux porteurs de ces idées, si bien, par exemple, les salons lausannois vont être éminemment actifs autour de la franc-maçonnerie, par exemple, et Berne ne verra absolument rien à redire. Les Bernois eux-mêmes, un temps, seront assez intéressés par ces nouvelles idées. Alors, pour cadrer les Lumières helvétiques, alors, les grands penseurs, on les connaît, c'est l'idée de la raison, c'est la Aufklärung allemande, avec une grande différence entre les Lumières allemandes, germaniques et les Lumières françaises, c'est le rôle de l'Église. La Aufklärung sera nettement moins anti-religieuse que les Lumières françaises, littéralement vissées alors sur le culte de la raison et l'anticléricalisme. Il n'empêche que les idées générales se répandent. En Suisse, c'est Burlamaqui, par exemple, qui sera un des premiers à théoriser la séparation des pouvoirs. Il sera lu attentivement par Montesquieu et également par les fondateurs de la République américaine. C'est toute une série de penseurs, c'est Isaac Iselin à Bâle, c'est tout aussi un système autour de l'économie. Les idées d'Adam Smith sont connues, les idées des physiocrates de Turgot sont également connues. Les Bernois eux-mêmes tentent de réformer l'agriculture, y compris dans leur bailliage vaudois. Ils essayent d'instiller des réformes importantes du système économique, dont ces idées circulent. On est vraiment ancré dans cette idée que la raison amène le progrès et va pouvoir aboutir à la libération, à l'autonomie de l'individu au nom d'une liberté qui n'est pas ancrée dans les chartes médiévales, mais qui est réellement en soi une prérogative de l'individu en lui-même qu'il peut revendiquer. Même si, évidemment, les Lumières en soi ne sont pas démocratiques, c'est Rousseau qui sera l'un des plus actifs dans ce domaine-là, même si Rousseau, et là on va aboutir au contre-mouvement par rapport aux Lumières qui animent cette époque-là, au nom de cet idéal de la raison, de la réforme des institutions et de l'organisation de l'État à travers l'encyclopédie, le savoir humain. Cette réaction est souvent mal comprise, donc chaque fois que je peux, j'essaie d'insister là-dessus, et donc à présent, elle joue un rôle, à mon sens, fondamental pour la compréhension de ce qui deviendra, et ce qui adviendra au XIXe siècle, c'est le romantisme, qui est en plusieurs étapes. Alors certains historiens, des fois, inscrivent le romantisme dans de continuité des Lumières. C'est pas faux. Au niveau des dates pures et simples, on peut imaginer une certaine succession des idées, le romantisme succédant aux Lumières. En réalité, il y a une réelle volonté de ne pas vouloir voir le monde comme les Lumières, ne pas vouloir le voir comme le monde habituel de l'époque, mais ne pas vouloir le voir non plus
à travers le seul prisme de la raison. C'est le Sturm und Drang. Anne Bandel parlait de Goethe, qui sera abordé dans une conférence, on est en plein dedans. C'est cette première action où le classicisme de Goethe et du Sturm und Drang et de l'école de Weimar, avec Schiller, ce classicisme est mis, je dirais, au défi de ce qu'il peut et doit pouvoir dire face à la société de la raison que promulguent et défendent les Lumières. Et dans cet élan du Sturm und Drang, il y a plusieurs éléments fondamentaux qui vont émerger et qui vont aussi être le soubassement de ce romantisme philosophique qui sera extrêmement fécond. En gros, le romantisme, donc c'est pour le romantisme, la raison ne fait que diviser le monde. Cette idée de séparation, que reprenons les libéraux plus tard, j'y reviendrai. Mais c'est de séparation, en extrayant l'individu de son monde, de son univers, du tout organique qui constitue la société, est un échec. Il faut reconstruire l'unité. Par exemple, Novalis, poète allemand, va vouloir plaider l'unité en se référant au Moyen-Âge, non plus à l'Antiquité gréco-romaine qui alimente les Lumières et le XVIIIe siècle, mais depuis le XVIIe, XVIIIe, mais il faut renouer avec un monde d'avant la Réforme, avant les divisions dramatiques créées par la Réforme dans l'unité du monde occidental catholique autour de la figure du roi. Le romantisme, dont il y a différentes expressions, n'est pas forcément anti-monarchiste. Au contraire, il le sera intensément après la Révolution française. Mais c'est bien le fondement de ce romantisme, et l'individu se retrouve sa pleine expression comme pièce du puzzle du grand tout harmonique, à travers la nature, par exemple. C'est tous ces thèmes-là qui inondent la poésie allemande à partir de la fin du XVIIIe siècle, Klopstock, Hölderlin, Novalis, Richter et consorts. Et ces thèmes, souvent, je dirais, enfermés dans cette expression littéraire de la pensée, en fait, a un fondement philosophique et de philosophie politique également. Car, en même temps, on revient au fondement de l'entité nationale, à travers l'histoire. C'est à travers l'histoire que les peuples se constituent. L'histoire ne débouche pas forcément sur la raison. Ce n'est pas le débouché naturel. En revanche, un peuple n'est pas forcément constitué par une multitude d'alvéoles, je dirais, individualisées, guidées par la seule raison, puis l'ensemble de ces individus, de ces électrons, ces atomes, créerait tout à coup une nation. Au contraire, pour les romantiques, la nation puise dans ses lointaines origines, d'où ce goût pour le médiéval, pour le Moyen-Âge, pour le gothique, le néo-gothique, on voit souvent dans des pièces architecturales qui datent en réalité du XIXe siècle, dans cet élan-là. Et c'est bien donc cette conscience que le collectif, une nation se crée par l'histoire, qui génère, c'est Herder en Allemagne, un des proches de Schiller et Goethe au sein du Sturm und Drang. Mais ces deux mouvements, un temps contemporain, puis qui se succèdent peu à peu, mais dont les idées toujours vont avancer en même temps, vont aussi se combiner. Un de ceux qui le montrera avec talent, c'est évidemment Rousseau, qui va combiner des idées romantiques et des idées de progrès au nom d'un peuple souverain désormais dans ses grands écrits. Il écrit aussi sur la lumière, comme Goethe, sur la transparence, comme Goethe, et des thèmes sur la constitution d'un tout qu'il faudrait remettre en place contre un individu livré à lui-même, ce que reprochent les romantiques. Il y aura d'autres éléments qui vont créer des points de synthèse. Le culte des Alpes, qui est à la fois mythifié dans un grand élan romantique par Albrecht von Haller, c'est le refuge, la terre d'origine, la terre inviolée, celle d'avant les divisions ultérieures qui ont détruit l'humanité dans son intégralité, dans sa puissance individuelle, son unité profonde. Les Alpes sont à la fois ce refuge de l'humanité en péril, en danger à cause d'une raison abrasive, mais en même temps un objet de recherche. Un objet, c'est par les Alpes, par exemple, que le même von Haller
mais de Saussure également à Genève, eh bien, vont étudier les Alpes. Et ce progrès scientifique qui est lié au progrès des Lumières s'associe aussi à cette vision romantique où la nature devient à la fois objet de recherche, donc une base de compréhension de la nature, de la géométrie de la physique, amorcée par Descartes. Mais Descartes, lui, est revendiqué par les rationalistes, mais aussi les romantiques apportent leur contribution. La psychologie aussi, les Suisses vont être actifs dans un Zimmermann à Berne, travaillent sur la psychologie. Et d'autres comme un Troxler, je parlerai brièvement à la fin, Troxler, un médecin lucernois, qui sera des pères du radicalisme, qui est un médecin romantique. Il cherche à comprendre l'humain, non seulement dans la dissection de tous ses fonctionnements biologiques, mais également dans ses fonctionnements physiologiques et mentaux. Ce sera un des pionniers, par exemple, de l'étude du crétinisme, qui est un mal alors avéré dans les régions helvétiques des Alpes. Et le crétinisme, ce n'est pas observable par la médecine qui entre en contact visuel et rationnel avec ce qu'on voit dans le corps humain. En revanche, il faut comprendre autrement ce qui peut se passer dans l'esprit, dans l'âme. Et puis ça sera les grands opéras romantiques, le somnambulisme, la somnambule de Bellini, et d'autres, c'est la folie, l'hystérie, que Freud alors théorisera, dans le même esprit, un siècle plus tard. Mais c'est bel et bien cette vision, cette double vision. Et puis politiquement, en Suisse, il y a une association qui va assurer une sorte de rencontre entre ces deux idées, qui va associer le culte du progrès rationnel avec Iselin, mais en même temps en intégrant ce progrès de l'humanité à travers la raison, en l'ancrant dans l'existence d'une communauté helvétique qui se conçoit elle-même à travers son histoire et ses mythes. C'est la Société helvétique, fondée en 1766 à Bad Schinsnach, dans le canton d'Argovie, enfin dans le territoire argovien à l'époque, encore possession bernoise, canton plus ultérieurement. Et cette société, c'est vraiment Ulrich Himhoff, le grand historien du XVIIIe siècle helvétique, l'appelait un peu l'Assemblée nationale officieuse. Se réunissent environ 200 personnes, des élites des différents cantons, des différentes religions aussi, de toute la Suisse, sauf les Tessinois en l'occurrence, sauf les gens d'origine italienne. Mais c'est des gens qui se rencontrent dans ce culte, parce que des fois on vénère ces vieux mythes historiques qu'on réactive, non pas dans leur historicité, cela on s'en moque, mais comme symbole d'une réalité helvétique qui dépasserait déjà l'idée, les divisions socio-économiques, confessionnelles, culturelles qui divisent traditionnellement la Suisse et bien sûr aujourd'hui encore. Alors c'est cette Suisse qui commence à se constituer dans certains esprits, qui constitue une base, une première base, qui, je dirais, parachève jusqu'à un certain point, et provisoirement, ce travail très progressif, très lent, d'une identification à une idée nationale qui existerait. Et là, le rôle du romantisme, injecté dans ce rationalisme des Lumières, va créer ce cadre dans lequel va pouvoir, dès lors, travailler la République helvétique, pas longtemps et pas très bien, mais quand, on ne rentrera pas dans les détails ici, évidemment, ça nous entraînerait beaucoup trop loin, mais quand la Révolution éclate en 1798, eh bien, l'idée de construire une république helvétique, certes, elle est importée du modèle français, évidemment, elle reprend, voire des fois précède cette expérience, comme les rôles des préfets, c'est expérimenté en Suisse avant d'être instauré en France. Mais globalement, ces institutions françaises, le directoire, qui sont reprises en Suisse dans le cadre très rationaliste, très rationnel de la division du territoire. Mais il n'empêche, un Stapfer, par exemple, un pasteur argovien, va jouer un rôle très actif dans cette République helvétique, et sera le seul de l'histoire suisse, le seul ministre de la culture de la Suisse. Ce poste ne réapparaîtra jamais. Maintenant, la Confédération intervient pour des subventions, mais la culture est du domaine des cantons. Mais ce ministre de la Culture, voilà, c'est un de ces hommes qui, à travers cette culture de la société helvétique, essaye de faire comprendre une société, une culture nationale dépassant les cultures des cantons. Alors la République helvétique va globalement échouer pour de nombreuses raisons qui sont de plus en mieux étudiées, champ de bataille de l'Europe, les coups d'État qui se succèdent aux fédéralistes
et centralisateurs, les unitaires, dont les Vaudois qui ont été libérés des Bernois avec les Argoviens, qui sont très engagés évidemment ces questions-là, des coups d'État qui se succèdent, une guerre civile imminente en 1802, des mouvements de révolte, les Baux-la-Papais dans le canton de Vaud, liés à la difficulté de régler la question du rachat des terres, avec après, alors, l'entrée en scène de Bonaparte, avec son projet de la Malmaison, puis évidemment l'acte de médiation de 1803. Juste une parenthèse avant de revenir, pour montrer, c'est aussi sur le territoire helvétique, cette jonction entre idéaux romantiques et idéaux rationnels. Il y a un joli exemple qui est étudié par une étudiante de Daniel Tosato-Rigaud il y a quelques années, c'est le journal de Lausanne, entre 1884 et 1892 à peu près. Et ce journal a comme mission de vulgariser la science, ce qui est une démarche tout à fait dans l'esprit des Lumières, faire connaître les nouveautés. Il y a des articles sur les paratonnerres que Benjamin Franklin invente à peu près à cette époque-là. Donc il y a toute une série de réformes. Comment faire avec les réformes? Comment encourager les paysans, toutes les strates de la société à adhérer à ces nouvelles idées, mais en même temps, et puis avec des tribunes de lecteurs, donc les gens peuvent poser des questions, peuvent solliciter des conseils, des avis sur ces nouvelles idées technologiques, scientifiques qui apparaissent, et en même temps, ils font aussi appel à cette science romantique, le mesmérisme souvent, ou tout ce qui est le lien au surnaturel en quelque sorte. La science n'est pas uniquement un réseau de faits observables, c'est aussi des faits, le mimétisme, le magnétisme, tous ces éléments-là sont aussi apportés par cette conscience romantique qui voit le monde au-delà du pur visible, du pur dissible. C'est aussi ce discours-là que tiendront les peintres romantiques comme Caspar David, Friedrich, d'ailleurs, dans le même courant de pensée, ou un Troxler que j'évoquais à l'instant. Cette révolution helvétique et la République helvétique qui suit est également intéressante parce que par les événements qui précèdent, en 98, chaque canton va vivre à sa façon. Bien sûr, les idées seront reprises essentiellement dans les territoires sujets, Vaud, je l'ai dit, mais également les territoires sujets du prince-abbé de Saint-Gall, les territoires sujets des Waldstätten et autres. Et puis, ça va être aussi une rencontre rationalisme-romantisme assez intéressante, où l'idée de liberté, la liberté et l'égalité comme absolue, comme bannière des nouvelles idées enfin triomphantes, vont rentrer des fois en collision, mais aussi des collisions parfois fructueuses, avec les revendications de ces territoires sujets, notamment suisse alémanique, qui veulent le retour aux libertés. C'est-à-dire que les élites en place respectent enfin et mieux les fameuses libertés communales, urbaines, qui avaient été octroyées au Moyen-Âge, et vont essayer de proposer des synthèses compliquées à travers des révoltes. Mais cette idée de rencontre des deux libertés, le modèle révolutionnaire pur, entre guillemets, absolu, abstraite, liberté abstraite, et les libertés concrètes du Moyen-Âge vont se rencontrer et amener une réflexion démocratique qui va être reprise bientôt après la parenthèse révolutionnaire. Alors, on va pas refaire toute cette époque-là, elle est bien connue, et Alain Jacques Tornard en reparlera plus attentivement avec le rôle spécifique de Bonaparte dans le cadre de la médiation et sa façon de veiller sur la création et sur le destin de la Suisse, de veiller de façon attentive, certes, de façon amicale sans doute, mais aussi de façon très intéressée également, avec évidemment le rôle de cette confédération au pied des Alpes et de rôle tampon aussi au sein de l'Europe sur le tampon, alors qu'il va après accompagner l'histoire suisse, notamment après 1814 et la Restauration. La Restauration, justement. Alors, pour entrer dans les détails, on connaît 1815, le Congrès de Vienne, la Suisse est confirmée dans sa construction napoléonienne. Non que les vainqueurs de Napoléon, sous la conduite d'Alexandre Ier, se soient tout à coup amourachés des idées napoléoniennes, mais ils ont fini par comprendre qu'ils avaient besoin d'une confédération stable, et que s'ils revenaient à la Suisse d'Ancien Régime, comme le souhaitait Metternich, eh bien, ce serait le désastre, ce serait des guerres perpétuelles. Or, il fallait une Suisse stable, au pied des Alpes, et puis surtout entre la France et l'Autriche, zone tampon entre les deux grandes puissances continentales du territoire. Donc la Suisse est maintenue. La Restauration s'installe, les cantons suisses retrouvent leurs anciennes institutions, influencés souvent par le romantisme. Je rappelle que le mot restauration est inventé par un Suisse, Ludwig von Haller, dans son grand traité de sciences politiques,
et que là, on a un romantisme monarchique qui veut faire table rase de la parenthèse révolutionnaire et revenir corps et âme à l'Ancien Régime et à l'idée du roi incarnant la nation. Le romantisme va se diffracter en différentes idées, y compris de l'anarchisme, le pré-anarchisme naissant à ce moment-là, la société auto-organisée, c'est aussi un fruit de ce romantisme du XIXe siècle, mais également dans un courant politique qui, lui, a marqué durablement la Suisse et l'Europe, et dans laquelle la Suisse a joué un rôle souvent pionnier, c'est le libéralisme. On va faire une histoire du libéralisme, je vous rassure. Mais cet idéal va progressivement augmenter à partir de 1820, le mot est inventé en Espagne, avec une reprise, globalement, des idéaux des Lumières. D'ailleurs, en Suisse, les hommes qui vont porter ce libéralisme, ce sont les hommes qui, 50 ans ou 40 ans auparavant, ont été les moteurs des Lumières helvétiques. Donc, en gros, c'est Frédéric César de la Harpe, c'est Paul Usteri à Zurich, c'est Konrad Zschokke à Lucerne, c'est Ignace Paul Vital Troxler à Argovie, Troxler à Lucerne, et d'autres encore, qui vont inscrire ce mouvement libéral qui a comme objectif, en gros, de comment sauver les idéaux de la Révolution sans tomber dans l'horreur de la terreur. C'est vraiment un traumatisme. Et toutes les pensées politiques qui vont naître à ce moment-là, et souvent qui existent toujours aujourd'hui, ont cette obsession en tête. Comment sauver ces idéaux formidables de la Révolution sans que ça devienne le cercueil justement de ces mêmes idéaux. Et le libéralisme, c'est une des synthèses qui va apparaître pour défendre cette liberté, inscrite dans le courant des Lumières, avec cette notion de division, c'est Sieyès qui va directement influencer Benjamin Constant, un des grands auteurs évidemment de ce libéralisme, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la Constitution comme fondement des libertés individuelles et qui assure la séparation symbolique entre la sphère privée et la sphère publique, l'État. Cette séparation doit être motrice, doit être fondamentale. C'est bien sûr l'économie aussi, où la liberté individuelle est liée consubstantiellement avec la liberté d'entreprendre, de décider, de choisir, de créer. Mais ce libéralisme a une double source en réalité, qui est souvent oubliée. Il y a certes ce mouvement de reprise des idéaux des Lumières, et donc Condorcet sera un des modèles. Le dernier des philosophes des Lumières est considéré comme une des sources fondamentales du libéralisme. Et d'ailleurs, un de ses grands principes, la perfectibilité, que je dirais le soubassement de l'idée de progrès, l'être humain peut continuellement s'améliorer, progresser, se perfectionner. C'est un des fondements des Lumières, aller vers le progrès. Et bien, cette idée de perfectionnement, de perfectibilité, sera reprise telle qu'elle par Germaine de Staël et par Benjamin Constant, qui écriront des très belles pages sur ces questions-là. Condorcet est une référence. Et on verra aussi qu'il le sera sur un autre point dans quelques minutes, à la fin de mon exposé. Mais il n'empêche que si le libéralisme s'inscrit réellement dans cette continuité des Lumières, il est aussi influencé par cet héritage romantique qui avait été mis en scène sur le plan philosophique en Suisse par la société helvétique, et ce trait d'union qui a souvent été négligé, à mon avis, mais peut-être que je me trompe. Cette influence-là, Germaine de Staël va jouer un rôle essentiellement essentiel. Le libéralisme, c'est l'individu, évidemment, mais l'individu à la fois rationnel des Lumières et le moi romantique. C'est un peu Chateaubriand qui oscille avec le moi intégré dans le grand tout et en même temps le moi rationnellement affirmé, capable de s'autonomiser, de prendre ses décisions. Et Germaine de Staël va être un trait d'union que Michel Vinocq, dans sa préface à la récente édition il y a 2-3 ans des écrits politiques de Germaine de Staël, a aperçu par l'idée de nation et par l'idée indissociable de libéralisme et de nation. Elle ne le dit pas telle qu'elle, elle dit d'autres choses, mais elle dit, en gros, on aboutit à l'idée que la liberté individuelle ne s'épanche réellement que dans la liberté collective. Alors, ça va être le canton, et après les réflexions seront sur la Suisse, ultérieurement au cours du XIXe siècle. Mais il y a cette idée-là qui est fondamentale, c'est la base philosophique de ce que c'est l'État-nation. C'est la voie qui défend les libertés républicaines. Les libéraux s'accommoderont de l'idée républicaine progressivement,
avec un peu de retard, mais ils le feront quand même, est l'idée de nation qui est le cadre dans lequel la liberté peut réellement s'épancher et se développer. Alors le côté romantique du Samuel de Staël, il est connu, hein, c'est toutes ces paroles, ces longues pages sur les passions, qui est réellement justement ce porte-étendard du romantisme ancien contre une raison étouffante, faire revivre la passion contre la raison seule, directrice et rectrice du monde, de la société. Et ce lien avec la jonction, il y a une phrase extrêmement intéressante qu'elle écrit une fois, qui résume fort bien sa pensée, et que Vinocq, à mon sens, a très bien compris. La première base d'une république, c'est le patriotisme national. Alors, ce n'est pas du nationalisme qu'elle revendique, c'est au contraire la nation comme cadre de développement de la liberté pleinement assumée et réalisée. Et cette idée-là de jonction de ces deux pensées va, je dirais, parachever d'une large façon, pour l'instant sur le plan théorique, pas encore sur le plan pratique, l'idée de société helvétique qui avait émergé dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Car cette idée va être féconde, et ce sera ma conclusion, cette idée va déboucher sur, alors, à mon avis, la construction proprement dite de la Suisse nouvelle, la Suisse moderne, et des institutions créées en 1848 et parachevées, peaufinées durant les 30 années suivantes par l'intégration progressive d'outils de la démocratie directe. Les libéraux sont ancrés sur cette nation qui est le creuset, le réceptacle de la vraie liberté, vont être rivés sur l'idée cantonale. Ils vont essayer de dépasser le canton pour, dans l'esprit déjà encore de la société helvétique, de créer une Suisse elle-même, je dirais, fondement d'une liberté nationale, en voulant modifier les institutions. Alors, c'est une diète qui a repris la conduite, entre guillemets, une conduite un peu aléatoire, des affaires fédérales en 1814-1815. Ils veulent transformer cette diète et créer un système qui, peu ou prou, annonce ce qui sera fait en 1848. Mais c'est un échec. Les gouvernements libéraux sont emparés de nombreux cantons à partir de 1830, vont refuser ce pas-là. Alors c'est l'aile gauche des libéraux qui va prendre le relais, les radicaux, qui vont reprendre les mêmes idées, et les radicaux sont mus aussi par une façon à eux de voir, de comprendre cette fameuse synthèse entre libéralisme, progressisme, libéralisme des Lumières, et ce romantisme passé à travers le prisme de la Révolution française et de l'époque napoléonienne et qui réémerge au lendemain de la chute de Napoléon. À travers Hegel, notamment, le philosophe Hegel, qui lui aussi construit sa philosophie de l'État à travers une succession de synthèses, je la fais courte, qui en gros synthétise les Lumières et le romantisme, qui se réunissent dans une vision de la société réunifiée, en même temps garante de la force d'un État rationnel et de la liberté de l'individu. On doit savoir si sa vision était juste ou fausse. Il apporte des instruments philosophiques et dialectiques qui vont être repris par les radicaux, en particulier le vaudois Henri Drouet, qui était un élève de Hegel, mais par d'autres radicaux, par différents canaux. Et c'est à travers ces radicaux, avec des variations selon les cantons, parce que l'histoire de la démocratie directe est extrêmement compliquée en soi, et à travers ces différents cantons, différentes philosophies qui se développent, eh bien, on retrouve cette synthèse pour les fondements théoriques de la démocratie directe, basée à la fois sur les Lumières et les constitutions girondines, la constitution girondine de Condorcet, qui est connue en terre vaudoise, qui a été bien démontrée par Alfred Kölz, notamment cette importance, cette influence de Condorcet dans la construction progressive à partir des années 1840 et surtout l'aboutissement au niveau fédéral en 1874 de ces outils de démocratie directe que l'on connaît bien aujourd'hui. Mais il y a une deuxième source, et cette deuxième source qui, elle, s'ancre dans le Moyen-Âge helvétique, qui sera une des fondements du romantisme aussi, la Landsgemeinde, non pas, comme je l'ai dit, comme modèle, on sait très bien que la Landsgemeinde ne marche pas en soi, mais comme idéal, vraiment comme preuve que le peuple souverain et peut être investi dans sa souveraineté. Et c'est cette synthèse idéologique, intellectuelle,
entre ce rationalisme des Lumières de Condorcet, en somme, et ce romantisme incarné par le mythe de la Landsgemeinde, qui va alors nourrir, on voit très bien alors chez les radicaux vaudois, chez Troxler, à bien des égards aussi, qui est lui-même l'élève du philosophe Schelling, un des grands romantiques allemands du début et de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et c'est cette rencontre de ces idées politiques qui vont alors créer cette synthèse qui va déboucher sur la Suisse moderne, fédéraliste. Drouet était centralisateur, Troxler était fédéraliste et il a repris le modèle américain en Suisse pour intégrer les cantons dans le grand tout helvétique contre la rationalité. Mais Drouet, lui, sera un grand partisan de la démocratie directe, la vraie affirmation de la liberté individuelle et la souveraineté du peuple dans la construction d'une Suisse moderne, animée, malgré ses différences, malgré ses divisions, par un réel sentiment national, irrigué par ces institutions inventées et des institutions qui se nourrissent, j'essaie de vous le montrer, j'espère que ce n'était pas trop confus, par ces différentes sources philosophiques qui, tamisées par différentes étapes, se sont réunies dans ce que je considère comme la réussite de la Suisse, la création de ces institutions démocratiques. Je vous remercie.